toutes et à tous à ce nouveau webinaire proposé par CSTB Formation, qui a pour sujet le retrait-gonflement des argiles. Donc, le webinaire a une durée en principe de 40-45 minutes, voire 1 heure en fonction des questions qu'on aura. Donc, comme vous êtes assez nombreux, on a décidé de couper vos micros. Par contre, bon, certains ont déjà pu trouver l'onglet questions pour communiquer. Donc, au fil du webinaire, vous pouvez vous poser vos questions par écrit et on prendra un temps de 10 à 15 minutes pour y répondre en fin de webinaire. Donc, au programme du webinaire, donc, définition de ce qu'est le retrait-gonflement des argiles, dit RGA. On abordera aussi la prévention, l'analyse et le traitement de ce phénomène. Et on vous présentera nos solutions de formation avant de passer au temps de questions-réponses. Donc pour ce webinaire, je suis accompagné de Frédéric Henry, qui est directeur prévention et partenariat à l'agence qualité construction, et également d'Alan Jalil, qui est responsable du pôle structure au CSTB. Et moi, je suis Abou Traoré, chef de projet au CSTB Formation. Avant de commencer, je vous propose de répondre à une petite question. Je vais lancer en espérant que vous l'aurez à l'écran. Donc, la question, c'est en 2022, quel est le coût que représentaient les sinistres liés au RGA? Donc, première réponse, entre 328 et 532 millions d'euros. Deuxième réponse, entre 719 et 954 millions d'euros. Réponse 3, entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros. Et dernière réponse, entre 3,1 et 4,6 milliards d'euros. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc, en 2022, quel coût représentaient les sinistres liés au RGA? Alors, je vais afficher la réponse. Je vais vous partager les réponses. Donc, vous êtes une majorité à avoir répondu entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros, ce qui est la bonne réponse. Après, d'autres personnes ont répondu à un montant inférieur, mais on est bien entre 2 et environ 2 et 3 milliards d'euros. Pour enchaîner, je vais laisser Frédéric Henry présenter ce qu'est le RGA. Donc Frédéric, si tu veux continuer. Je te laisse passer le slide. Ouais. Je te dirai. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Henry. Alors, oui, il ne va pas trop vite. Directeur prévention construction au sein de l'agence qualité construction. Je suis très content que l'on évoque ce sujet qui est un sujet délicat parce qu'aujourd'hui, en matière de sinistralité, c'est à la fois un sinistre grave dans le sens coûteux et un sinistre fréquent. C'est-à-dire qu'on a les deux critères en gestion de risque pour dire que ça fait mal, ça fait très mal et ça va continuer à s'aggraver. Alors, justement, qu'est-ce que l'agence qualité construction? Je le dis rapidement sur le slide suivant. Voilà, on est une association d'intérêt général fondée par les pouvoirs publics dans la foulée de l'assurance construction pour analyser les sinistres et les prévenir. Vous voyez, on a à peu près 52 membres qui représentent toutes les grandes organisations professionnelles de l'acte de construire. Et à chaque fois que l'on publie quelque chose, comme ce matin, on rend public quelque chose, on a l'accord de tout le monde. Je le dis autrement, on n'est pas le lobby de l'un ou de l'autre. Notre lobby, c'est la qualité dans le sens non-sinistralité. Alors, en bas à gauche, vous voyez, on estime à 8 à 10% la non-qualité globalement dans le bâtiment, tout compris, assuré ou non assuré. Il faut le prendre de façon assez large. Comment on travaille? Alors, comme tout organisme qui fait de la gestion de risque, d'abord, on observe. On a beaucoup de techniques d'observation de la sinistralité.
On a des centaines de milliers de rapports en base de données qui tournent, on fait des enquêtes, on va sur des bâtiments nouveaux, voilà. Et on a des clignotants qui s'allument et à partir de là, on fait de la prévention. Et dans l'acte de construire, on fait de la prévention sur les produits ou les acteurs, parce que un bâtiment, c'est des produits mis en œuvre par des acteurs. Et là, ce matin, on est plutôt côté des acteurs, puisqu'on va vous sensibiliser à ce risque. Et puis, on communique. Voilà. Et puis, par ailleurs, on a d'autres grands programmes, mais ça ne fait pas l'objet de cette matinée. Alors, qu'est-ce que le retrait-gonflement des argiles? Il faut quand même estimer un peu ce risque. Je ne vais pas vous noyer de chiffres. Les chiffres, vous les trouvez sur Internet. Mais aujourd'hui, en France, à peu près une maison sur deux est concernée par ce risque. C'est assez gigantesque. Vous voyez, il y a 10 millions de maisons anciennes, tout compris. Il y en a à peu près 3 millions qui commencent ou qui ont déjà des soucis. C'est un risque très, très important et qui va coûter très cher à la collectivité, entre autres par le biais de l'assurance, mais pas uniquement. Vous voyez, les assureurs, suite à la sécheresse de l'année dernière, ont vu une flambée des coûts de réparation estimés pour l'instant, puisque c'est en cours de traitement, 1,9 à 2,8 milliards d'euros en France. Les perspectives à moyen terme, quelques dizaines d'années, une trentaine d'années, sont l'ordre de grandeur, un doublement de tous ces coûts avec les évolutions climatiques, avec la réduction d'eau, et on le voit ces jours-ci encore, sur nos terrains. Alors, à la suite, voilà. Quand on étudie cette pathologie, nous, on fait deux choses différentes. On va regarder les bâtiments neufs, c'est-à-dire ceux qu'on va construire, qu'on différencie un petit peu de l'approche des constructions anciennes. Nous, à Agence Qualité des Constructions, on est plutôt sur les bâtiments neufs, mais bien évidemment, le problème étant le même, on regarde tout. Dans les bâtiments neufs, ça fait plus de 20 ans que tous les acteurs travaillent sur ce risque et vous voyez en partie droite certains chiffres qui ne sont pas des statistiques, il faut être prudent, mais des chiffres plutôt un peu encourageants puisqu'on voit cette sinistralité qui baisserait, je suis au conditionnel, sur les bâtiments sous-décennales, sous 10 ans. Vous voyez en bleu marine, c'est les plus anciennes données chiffrées, en bleu clair un peu plus récent, et orange puis rouge, les toutes récentes. Et on voit qu'il y a une décroissance légère en bâtiment neuf. En revanche, en construction ancienne existante, il y a vraiment souci à se faire. Vas-y, Abou. Alors, comme toujours en pathologie, quelle que soit la pathologie qu'on étudie sur un bâtiment, mais c'est pareil, vous prenez en médecine ou en risque routier, c'est toujours pareil, il faut absolument identifier, connaître le risque pour pouvoir le traiter. Donc, de façon simple mais complète, le retrait-gonflement des argiles, c'est 3 choses. Il faut 3 choses, il faut les 3 choses en même temps. Alors, c'est d'abord un sol argileux sensible. Un sol argileux sensible. Ensuite, il faut un phénomène de retrait-gonflement différentiel, c'est-à-dire des périodes d'humidité et de sécheresse. Et troisièmement, il faut une construction et son environnement qui ne sont pas adaptés. Quand on a les 3 choses, on va avoir des maisons qui cassent. Alors, on va regarder ces 3 choses et voir comment on peut traiter ces 3 choses. Vas-y, slide suivant. Donc, la première chose, c'est de savoir si on a un sol argileux sensible. Alors, ça, c'est la toute première approche est très simple. Vous voyez sous vos yeux, vous avez un site georisque.gouv.fr tout à fait officiel qui va répertorier par une carte de France toutes les zones argileuses. Donc, vous voyez là à peu près, pour faire simple, il y a plus ou moins une moitié de la France qui est concernée en rouge foncé, en orange. Donc, vous tapez votre code postal et vous avez sur une carte, par exemple, là j'ai fait un extrait à droite, qui est en Seine-et-Marne, et vous voyez à peu près le positionnement de votre bâtiment, de votre parcelle,
par rapport aux zones fortement argileuses en rouge, rouge rosé, moyennement ou de façon modérée argileuse ou faiblement argileuse. Donc, tout de suite, vous pouvez savoir à peu près si vous avez un sol argileux sensible. Ensuite, et c'est le slide suivant, il est fondamental d'aller voir dans le sol. Et la loi aujourd'hui, ça s'appelle la loi Elan, nous demande, nous exige 2 types d'études de sol pour confirmer qu'on est sur un sol sensible. D'abord, une étude de sol à la vente du terrain pour que l'acheteur soit bien au courant de ce qu'il achète comme terrain argileux. Et puis, une deuxième étude de sol au niveau du projet de construction, au lieu même de la construction, parce que si vous avez un simple rez-de-chaussée ou un immeuble un peu plus important, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Donc, il faut absolument avoir ces 2 études de sol qui vont nous donner les éléments, qui vont donner les éléments au bureau d'études pour construire correctement. Alors, vous voyez, on a le droit de construire sur sol argileux sensible. Et heureusement, puisqu'il y a 10 millions de maisons dessus. Mais le tout, c'est que lorsqu'on a identifié ce risque, on prenne quelques dispositions. Alors, j'explique, et tu vas appuyer progressivement sur les boutons à bout, ce qu'est ce phénomène. Qu'est-ce que c'est que ce retrait-gonflement différentiel? Je dis souvent, c'est un peu comme une éponge, vous voyez. Les argiles vont gonfler quand elles sont mouillées et se rétrécir quand elles sont sèches. Simplement, ces pressions de gonflement ou de rétrécissement sont plus fortes, pour faire simple, que la résistance du bâtiment. C'est des bâtiments simples rez-de-chaussée ou R+1 en général. C'est plutôt des petits bâtiments. Premier phénomène qui apparaît là, le premier phénomène, c'est la sécheresse. C'est-à-dire vous avez du soleil, plutôt une période estivale, mais là, ça a un petit peu commencé cet hiver, mais on va dire plutôt une période estivale. Et quand on a une sécheresse, une canicule, pas d'eau, l'eau du sol s'évapore en périphérie du bâtiment. Sous le bâtiment, elle est bloquée. Donc, le bâtiment reste humide en dessous. Et sur les abords, ça sèche. Deuxième point, voilà, on va avoir un impact de la végétation. La végétation, entre autres les arbres, il faut savoir que certains arbres ont besoin de 300 à 400 litres d'eau par jour. Alors, vous voyez bien qu'en période de sécheresse, ça va aggraver très rapidement le phénomène. Donc, tout cela, ça va enlever de l'eau. Troisième point, et c'est en bleu, cette fois-ci en sens inverse, tout ce qui concerne l'adduction d'eau dans le bâtiment ou l'évacuation de l'eau, et en particulier quand ce n'est pas étanche, on va, à l'inverse, cette fois-ci de la sécheresse, avoir des poches d'eau. Et vous voyez sous le bâtiment ce qui se passe, vous avez un trait courbe en dessous, vous allez avoir des fondations qui vont être en zone humide et d'autres en périphérie qui vont être en zone sèche. Donc, regardez ce que ça va faire au niveau des poussées. Voilà, on va avoir un retrait-gonflement différentiel. C'est-à-dire, sous la maison, ça va gonfler, ça va pousser vers le haut. Et globalement, c'est simple, sur les côtés, ça va rétrécir. Et si notre bâtiment n'est pas bien dimensionné, bien construit, la moindre erreur, ça ne pardonne pas et ça casse. Et ça casse avec des fissures qui vont rendre impropre à sa destination le bâtiment. C'est une notion de sinistralité, ça, très importante. En gros, on ne peut plus habiter le bâtiment. Voilà. Voilà ce qu'on appelle le retrait-gonflement différentiel. Donc, c'est là-dessus, entre autres, qu'on va jouer en prévention. Alors, deux axes de prévention très importants. D'abord, le bâtiment lui-même. Vous voyez, c'est la figure de gauche. Donc, la première des choses, c'est de baisser le niveau des fondations. C'est-à-dire que vos fondations qui sont hors gel quand on n'a pas de sous-sol, 50 cm, 30 cm, il va falloir les baisser. Alors, il y a des pistes qui sont données, entre autres, par les pouvoirs publics à 80 cm, 1,20 m, mais la vraie piste, c'est de regarder l'étude de sol qui peut vous demander d'aller beaucoup plus profondément. Vous comprenez bien, quand vous baissez le niveau de fondation,
eh bien, toutes vos fondations vont être au même niveau d'humidité. Donc, il ne va plus y avoir ce retrait-gonflement différentiel et ça ne va pas casser. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous voyez les pointillés rouges, il faut mettre des raidisseurs, des déchaînages pour que le tout travaille correctement et que les efforts puissent être repris. Et puis, un point très intéressant, toujours à gauche, c'est ce qu'on appelle le trottoir périphérique. Un petit trottoir d'1,50 m, 2 mètres, incliné légèrement vers l'extérieur. Vous voyez que d'abord, il va permettre de limiter les apports d'eau, les apports brutaux de l'eau, trop rapide suite à l'orage. Ça va les écarter un petit peu de la maison, mais surtout, ça va éviter l'évaporation de l'eau du sol vers l'extérieur. L'évaporation va être bloquée. Donc, on va garder ce taux d'humidité dans le sol. Ce point est très important pour les maisons existantes parce que quand on a la possibilité, on n'est pas en limite de propriété par exemple, faire un petit trottoir, une terrasse périphérique, ça va rapidement limiter cette évaporation. Ça peut être aussi un géotextile. Côté de droite, on va travailler sur l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Je vous ai dit que la végétation était très importante. Donc, il va falloir écarter la végétation quand la parcelle le permet, bien évidemment. Pardon. Sinon, vous voyez le trait rouge, le 1, mettre ce qu'on appelle des écrans anti-racines. Vous pouvez aussi être très attentif à ce qu'il n'y ait pas de pompage d'eau, c'est le 7, un puits ou quelque chose comme ça. Ou régler aussi et équilibrer toujours l'eau par un drain, c'est le 5, un drain périphérique tout autour du bâtiment, en particulier quand votre bâtiment est sur un terrain en pente, où il peut y avoir un effet de ruissellement, mais il faut toujours, vous avez compris, équilibrer l'humidité dans le sol. Voilà, pour nos bâtiments neufs, c'est assez facile à concevoir. Pour les bâtiments anciens, vous avez encore des pistes ici, peut-être le drain, mais aussi la végétation. Tout simplement, travailler sur la végétation. Voilà. Voilà en quelques mots les points importants. Connaître le sol, connaître le phénomène et puis agir sur le bâtiment et son environnement pour faire de la prévention. Maintenant, on va très rapidement, je crois que c'est quasiment le dernier slide, regarder l'avenir, voir comment on peut prévenir et surtout protéger les bâtiments existants. Alors, on travaille avec le CEREMA. Le CEREMA, pour faire simple, c'est un peu le centre technique du ministère qui fait des études très intéressantes aujourd'hui. Et l'Agence Qualité Construction est vraiment motrice avec le CEREMA pour suivre cela. C'est le fait, vous voyez, dans ce petit schéma, c'est une des études, il y en a d'autres, mais ça, c'est la principale. On stocke de l'eau dans un réservoir, le numéro 1, de l'eau de pluie pendant l'hiver, pour faire simple, à partir des gouttières. Et puis l'été, quand il va faire chaud, on va ouvrir une petite vanne en 3 et qui va répandre un petit peu d'humidité au niveau des fondations par un réseau de canalisation et qui va permettre comme ça de garder un taux d'humidité, donc éviter justement que les bâtiments cassent. Voilà. Juste un dernier mot et un dernier slide. Sachez que l'Agence Qualité Construction travaille beaucoup sur ces questions. On a en libre accès sur notre site internet des plaquettes destinées au grand public, destinées aux professionnels, destinées aux chantiers, aux formateurs, etc. Et puis en haut à droite, on vient de tourner une petite émission sur notre chaîne YouTube AQC-TV où on va reprendre sur une dizaine de minutes à peu près tous ces principes, mais à partir de visites réelles sur chantier. Voilà, n'hésitez pas donc à regarder cette documentation. Merci et je reste à votre écoute pour d'éventuelles questions par la suite. Merci Frédéric pour ces informations. Je vous propose de passer à la partie suivante sur la prévention, analyse et traitement du phénomène RGA. Et comme on l'a fait précédemment, je vous propose de répondre à une petite question que je vais lancer. Donc, pour vous, est-ce qu'un immeuble de 6 étages est vulnérable au phénomène RGA? Vrai ou faux? Je vous laisse une dizaine de secondes pour y répondre. Donc, pour vous, est-ce qu'un immeuble de 6 étages est vulnérable au risque RGA? Vrai ou faux?
Alors, je vais vous partager les réponses et on est à 77% de personnes qui estiment que c'est vrai et 23% qui estiment que c'est faux. Ben, je vais laisser Alan vous préciser tout ça. Et en principe, on serait plutôt sur une réponse faux. Alan, je te laisse prendre la suite. Ouais. Donc, bonjour à tous, à toutes et à tous. Bon, c'est très bien d'avoir eu un point de vigilance sur la réponse donnée. La réponse est qu'effectivement, il faut être vigilant. Pour autant, pour un certain nombre de bâtiments, notamment des bâtiments qui seraient plutôt récents, type béton armé, on pourrait donner une réponse au sens où le RGA, le VCRGA, comme l'a indiqué Frédéric Henry précédemment, ça affecte plutôt les ouvrages légers. Voilà. Cependant, c'est bien et c'est nécessaire d'avoir un réflexe de vigilance. Le réflexe de vigilance étant que on peut tout à fait être face à des structures maçonnerie ancienne ou autres qui ont des niveaux de fondation proches de la surface, avec des vieux murs en moellon ou autres, pour lesquels, y compris pour des bâtiments relativement hauts, on peut être vulnérable. Voilà. Je peux donner une réponse qui amène un peu à réfléchir avec de la vigilance. La vigilance, et cette question aussi, elle a été également posée pour la simple raison que, en fait, on a sur les bâtis, et notamment quand on est en diagnostic, en audit ou en sur l'existant, on est amené à voilà, se poser des questions sur les fissures et bien la problématique, est-ce que ça peut venir du sol, est-ce que ça peut venir d'un tassement de sol ou est-ce que ça peut venir d'un mouvement saisonnier. Donc c'est bon d'avoir certains réflexes et certains réflexes peuvent être effectivement liés au poids du bâtiment, au niveau de fondation et voilà. Dans certains cas, on privilégiera le tassement différentiel, notamment quand on a des bâtiments d'une certaine hauteur. Ouais. Alors, ici, ce qu'on a voulu simplement indiquer, c'est effectivement, donc, pour poursuivre un peu la réflexion sur l'analyse des fissures, ça peut guider à la fois les réflexions qu'on peut avoir sur la conception neuve et bien sûr sur l'existant. La figure de gauche est particulièrement vulgarisée et elle montre une typologie de déformation qui est assez semblable à ce qui a pu être indiqué précédemment, avec l'idée effectivement que je reprends de Frédéric Henry d'avoir une éponge au niveau du sol. Et vous voyez bien effectivement donc la partie asséchée aux extrémités et donc une déformation, voilà, une déformation du sol comme ça. Si on se base là-dessus, en fait, également, ça peut guider aussi l'analyse des fissures. Vers l'extérieur, on a plutôt donc voilà, une déformation différentielle du sol, avec un mouvement qui peut être convexe ou concave, et à l'intérieur, plutôt voilà, une déformation verticale. Si on serait, par exemple, au centre du bâtiment. Donc, on peut passer à la suivante. Super, merci. Donc, alors, à nouveau, petite réflexion sur l'analyse des fissures. Alors, on va faire ça avec trois figures, le même bâtiment, bon, bâtiment voilà, standard, ici un étage. Et en fait, suivant, si on se passe notamment dans le cadre d'un diagnostic sur l'existant, suivant le phénomène attendu au niveau du sol, on peut avoir une lecture voilà, des fissures. La figure de gauche que vous voyez, elle montre donc un mouvement du sol où on aurait
un assèchement du sol plus prononcé au niveau du centre du bâtiment. Donc, la partie qui se rétracte serait au centre du bâtiment. Et donc, dans ce cas, on observerait un faciès de fissure tel qu'il est montré, à savoir une ouverture des fissures relativement importante au centre. Et par contre, les fissures se refermeraient plutôt sur la hauteur. Ce type de phénomène pourrait tout à fait exister si, par exemple, on avait voilà, certains types de réseaux qui passeraient au centre pardon, si on pouvait plutôt avoir, excusez-moi, des réseaux, par exemple, fuyards aux extrémités du bâtiment, par exemple. Et avec ces réseaux fuyards, ça viendrait avoir une teneur en eau très supérieure au niveau des extrémités du bâtiment. Ou bien un cycle saisonnier qui ferait qu'on aurait des sols relativement peu perméables, beaucoup d'arrivées d'eau, et donc voilà, un phénomène de gonflement qui viendrait affecter l'extrémité du bâtiment. La figure de droite, à l'inverse, montre le phénomène classique. C'est pour ça qu'on a voulu montrer effectivement les deux figures. La figure de droite, donc là, on a un phénomène qui est symétrique et qui correspondrait à un assèchement du sol qui aura lieu de part et d'autre du bâtiment. Donc le sol qui se rétracte, l'éponge qui s'assèche, et qui viendrait donc au centre qui viendrait générer un faciès de fissuration, et potentiellement on aurait le bâtiment qui viendrait s'ouvrir à partir du centre, avec du coup une ouverture de fissure qui pourrait être relativement importante, ou plus importante en partie supérieure. Voilà. Donc, je vais passer à la suivante. Donc, à nouveau, on reste sur la même typologie de construction. Et cette fois-ci, par contre, voilà, on a un environnement extérieur qui est dissymétrique, avec la présence de végétation qui peut, par exemple, en cas volontairement extrême, un sol pleureur ou quelque chose qui est très consommateur d'eau, une forte sécheresse, et on observerait dans ce cas-là un phénomène dissymétrique avec clairement, donc cette fois-ci, un tassement différentiel du côté où il y a cette source qui pompe l'eau. Donc, il faut vraiment avoir cette lecture de fissure. C'est aussi pour ça qu'on a posé cette question un peu brute de décoffrage au début avec la hauteur du bâtiment. La hauteur du bâtiment, c'est un aspect d'analyse des fissures sur les bâtiments. Et après, voilà, sur les sols vulnérables, c'est la suivante. C'est également intéressant d'observer ce qui peut se passer donc avec l'eau, d'où peut provenir l'eau et quels sont les endroits où on aurait potentiellement un différentiel de teneur hydrique dans le sol. Également, à gauche, toujours un peu cette sensibilité de réflexion, et donc la sensibilité de réflexion toujours avec les éléments potentiellement les plus vulnérables. Les éléments les plus vulnérables, c'est comme ça a été dit précédemment, les éléments légers posés au sol sans fondation profonde. Voilà. Donc typiquement là, quand on a donc un dallage, potentiellement il a tous les aspects pour être vulnérable, léger, fondation quasi inexistante, voilà. Et donc si potentiellement sur un site on est sur un diagnostic de l'existant et que on observe voilà ce type de désordre, vraisemblablement, si à côté sur la maison il y a la maison ou la structure légère, il y a des fissures, il y a
des chances ou une probabilité non nulle relativement importante que la maison ou le bâtiment soit affecté par un mouvement lié à des argiles gonflants plutôt qu'une problématique de tassement dans la durée. Également, bon, on ne l'a pas montré ici, mais si on a la présomption, il y a des fissuromètres qui peuvent être placés qui mesurent une aggravation et une rétractation des fissures. Donc, c'est parce qu'effectivement, on est sur des moments cycliques. Tu peux repasser comme ça, la figure d'avant, un instant. La slide d'avant. Alors également, toujours pour figer un peu les idées, là, ce qui est montré ici, c'est donc clairement donc un phénomène voilà, de retrait-gonflement qui serait observé donc ici sur un dallage. Le dallage, sans doute ici, il est vulnérable car il n'y a sans doute pas de lien il est liaisonné à la structure au mur et aux fondations. Donc ça aggrave sa vulnérabilité, ça limite bien sûr le potentiel de mouvement différentiel. Et donc on observe effectivement ici donc une courbure sur le dallage. Bon, en plus là elle est vers le haut, donc ça fait pas tellement de doute que c'est clairement un phénomène de retrait-gonflement. Du coup, on passe à la suivante. Alors, par la suite, voilà, on va aussi, à un moment donné, on va s'interroger effectivement à ce qu'on peut faire sur des structures neuves. Donc, les structures neuves sont moins vulnérables bon, pour certaines raisons, comme ça a été dit précédemment, qu'elles sont ancrées avec une certaine profondeur d'ancrage. Et également, on peut avoir la réflexion pour le futur de travailler sur les typologies de superstructures. Très clairement, une structure qui peut s'accommoder à un mouvement différentiel sera peu vulnérable au phénomène de retrait-gonflement. À l'inverse, vous prenez une maçonnerie ancienne, donc non chaînée, non armée, avec un système de fondation légère, peu ancrée plutôt, à tous les aspects pour être vulnérable. Voilà, parce qu'elle s'accommode mal à un mouvement différentiel. En plus, elle est peu profondément ancrée, donc vulnérable. Suivant. Alors, si on travaille sur le neuf, il y a plusieurs éléments de réflexion. Les éléments de réflexion, c'est effectivement ce qui a dit précédemment, à savoir disposer d'un système de chaînage, de long green et d'éléments de béton armé pour pouvoir reprendre les efforts liés à un mouvement différentiel. Et après, on peut également travailler sur certains paramètres. Donc, typiquement, disposer de fondations avec des plots qui seraient ancrés un peu plus en profondeur. Mais entre les plots, avoir essentiellement du vide tous les murs, ça ferait clairement donc une disposition constructive qui permet d'être quasiment insensible à la problématique. On parlait également tout à l'heure des dallages. Les dallages, malheureusement, pour certaines typologies de construction, même si c'est non conforme, certaines typologies de construction existantes où les dallages sont connectés au mur. On a montré précédemment que c'était une disposition vulnérable. Si on fait des dallages sur des sols relativement gonflants ou très gonflants, il faut regarder l'étude de sol. Il y a certains types de sols pour lesquels il y aura un traitement, voire une incompatibilité à faire des dallages. Pour autant, dans certains cas, on peut réfléchir à faire des dallages avec des long greens qui seraient ancrés au bon sol et qui permettraient de limiter la vulnérabilité au retrait-gonflement. Suivant. Après, donc les solutions qu'on a présentées précédemment
peuvent fonctionner sous accord et sous échange avec le bureau d'études de sol. Et malheureusement, il y a un certain nombre de cas où même voilà, on sera contraint de mettre des fondations profondes, des pieux ou des micro-pieux. Donc voilà, là on parle bien sûr de la construction neuve. Maintenant, si on passe à la construction existante, passer à la suivante. Donc sur la construction existante, qui est, comme ça a été dit, un gros sujet, c'est pour ça voilà, qu'on l'a également mis ici. Donc on subit l'existant, on subit beaucoup de problèmes, de fondations peu ancrées, fondations peu ancrées et connectées au dallage, entre autres, et absence de chaînage. Donc, comme ça a été dit, et c'est fondamental, parce que dès qu'on intervient sur le bâtiment, ça a des coûts, colossaux. La première étape fondamentale, c'est de travailler sur l'environnement du bâti. Travailler sur l'environnement du bâti, il faut aussi garder en tête que la problématique, si on regarde l'histoire, elle est sans doute apparue lors de la première sécheresse qui est référencée, qui est de 1976. Ensuite, on pourrait penser que jusqu'aux années 2000, on a été à peu près tranquille. Ensuite, il y a eu la sécheresse de 2003. Et malheureusement, on est sur des phénomènes climatiques qui se sont extrêmement aggravés voilà, depuis. Donc, c'est très important lorsqu'on est sur des structures qui sont vulnérables et qu'on commence à voir certains phénomènes apparaître, eh bien, d'anticiper la suite étant que de facto, on est condamné à avoir des phénomènes qui vont encore s'aggraver avec les années. Donc, vraiment, tant qu'on peut, travailler sur l'environnement du bâti. Quand ça ne suffit pas, ou quand c'est trop tard, il y a effectivement des reprises à faire sur les fondations. Malheureusement, en fait, les solutions sur les fondations, elles sont assez classiques, elles sont assez semblables à celles qu'on peut rencontrer quand on a des problèmes de tassement différentiel, puisque c'est ce qu'on subit. Et donc, c'est malheureusement des choses coûteuses comme des puits, des fondations profondes, ou ce qu'on n'a pas indiqué ici, des injections de sol. Donc vraiment, c'est en dernier recours, parfois on y est totalement condamné, qu'on doit intervenir sur le bâtiment. Mais réellement, la prévention, et bon, la prévention sur l'existant, c'est assez limité, mais c'est fondamental sur l'environnement du bâti et c'est fondamental d'insister sur le fait de comme ça a été indiqué ici, effectivement, veiller à avoir un système de collecte des eaux qui est en bon état, qui est entretenu, et d'éviter que ce soit des canalisations fuyardes ou autres. Voilà, c'est des problèmes qui sont récurrents sur les bâtiments et qui, malheureusement, il n'y a pas assez de sensibilité, aussi bien des syndics, des maîtres d'ouvrage ou autres sur le sujet. Et c'est totalement fondamental, ça peut foutre en l'air un bâtiment d'avoir des fuites sur des réseaux. Et en particulier, ou entre autres, sur des sols qui sont de ce type-là. Je vais passer à la suivante. La suite, en fait, étant voilà, assez malheureuse, quand on a le problème, eh bien, en plus d'intervenir sur le sol, ou voilà, ça doit s'étudier en parallèle, on peut aussi intervenir sur la superstructure, rigidifier la structure, mais on voit bien quand on est sur l'existant, c'est compliqué. Idem, vous avez une maison construite sur dallage, c'est quand même voilà, compliqué et coûteux d'intervenir. Et voilà, si on est amené à boucher des fissures, donc si on est amené à boucher des fissures, c'est potentiellement, on est peut-être relativement peu gonflant, et on fait ces interventions. Et dans ce cas-là, il faut le faire avec un mortier souple, de manière évidente, parce que c'est des mouvements qui sont saisonniers.
La suite. Après, il s'avère également que on peut avoir donc des problématiques sur le second œuvre. On a dit, voilà, tout à l'heure, on a parlé de distorsion et de mouvement différentiel qui étaient acceptables. Bah, effectivement, tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment, les cloisons, les visseries et autres, également, donc bien sûr, tout ce qui est conduite enterrée, présente une certaine vulnérabilité au mouvement différentiel. Et donc, on est amené à intervenir dessus, voilà, le cas échéant. À nouveau, on voit l'importance de l'entretien, du diagnostic et de la maintenance. Bon, voilà, on parle de conduite enterrée, vous voyez que la thématique apparaît ici à nouveau. Ça peut être une manifestation, on commence à avoir un mouvement différentiel. Si en plus, il s'avère être aggravé ou aggravant par le fait qu'il y a une conduite enterrée qui a présenté une rupture et qui n'a pas été vue ou qui n'a pas été entretenue à temps, à ce moment-là, on peut avoir un phénomène qui peut arriver à devenir catastrophique et qui peut devenir catastrophique, c'est-à-dire jusqu'au fait qu'on a un bâtiment dont le coût de réparation est économiquement voilà, injustifiable. Voilà. On pourrait dire en fait. Merci Alan pour ces précisions. Je vous propose de passer à nos solutions de formation et vous les présenter rapidement parce que on a pas mal grignoté le temps imparti. Donc, je vous ai mis différents liens pour des personnes, enfin je voulais préciser en préambule que le support de présentation et un lien vers le replay de ce webinaire vous sera transmis à la fin. Donc, vous retrouverez des liens vers nos différentes formations. Donc, notre parcours pathologie des bâtiments, qui est un parcours sur 4 jours, découpé en 2 fois 2 jours, qui traite la globalité des pathologies existantes dans le bâtiment. On a une formation également qui fait un focus sur les fondations, car on l'a vu au travers des présentations de Frédéric ou d'Alan que les fondations pouvaient être assez touchées par le phénomène du RGA. Également une formation sur les pathologies des façades qui est sur une journée, comme la formation sur les fondations. Et après, si vous souhaitez élargir vos compétences sur d'autres sujets liés aux pathologies, tels que les équipements de CVC, ou bien les pathologies liées à l'humidité, par exemple, ou sur les bâtiments performants, vous retrouverez également un lien vers notre thématique sur la prévention des pathologies. Si vous avez un projet de formation sur mesure, n'hésitez pas à contacter notre ingénieur conseil information, Myrtille, dont je vous ai mis les coordonnées sur la droite. Donc, elle vous répondra ou organisera un temps d'échange avec vous pour mieux identifier votre besoin. Je vous propose de passer aux questions-réponses parce qu'il y a pas mal de questions et que dans l'idée, ce sera intéressant d'y répondre. Ah oui, excusez-moi, je vous ai également mis un lien vers notre site CQV Formation. Vous retrouverez notamment nos différentes thématiques, mais aussi les formations que l'on propose depuis peu de temps à Lyon et à Grenoble. Vous pouvez également retrouver notre chaîne YouTube avec le lien qui figure ici. Et j'ai mis un petit lien vers la chaîne YouTube de l'AQC également, qui est notre partenaire depuis un certain temps sur les formations en pathologie des bâtiments. Donc, vous retrouverez tous ces liens sur la présentation. Donc, passons aux questions. Et je voudrais commencer avec une première question. Donc, réglementairement, est-ce qu'il faut prendre en compte le phénomène RGA quand on intervient sur un bâtiment existant? En particulier si les travaux surchargent les fondations existantes alors que le sol peut accepter ces surcharges. Alan ou Frédéric, vous pourriez répondre à cette question. Peut-être que je vais vous la reposer. Réglementairement, doit-on prendre en compte le phénomène RGA quand on intervient sur un bâtiment existant, en particulier si les travaux surchargent les fondations existantes, alors que le sol peut accepter ces surcharges? Frédéric, tu compléteras.
envie de dire, enfin, ce qui m'embête dans la question, c'est le mot réglementaire. Dès lors qu'il y a un phénomène qui est présent et qui impacte nos fondations, on est tenu d'en tenir compte quand on fait une réhabilitation. Voilà. Donc, si on intervient sur l'existant et qu'on voilà. Quand on est sur l'existant, donc on subit l'existant. Après, voilà, s'il y a quelque chose enfin, une vulnérabilité qui est établie, il faut tout faire pour faire en sorte que la réhabilitation qu'on est en train de mener puisse permettre de pérenniser le bâtiment et sur la durée de l'exploitation. Donc, typiquement, voilà, si on pense que, enfin, au-delà du sujet réglementaire, si on fait une habilitation et qu'on, voilà, il faut pouvoir, enfin, il faut envisager les solutions, proposer au maître d'ouvrage les différentes solutions qui permettent de limiter la vulnérabilité dans le futur, parmi toutes celles qui ont pu être déployées. Frédéric, compléter ou... Moi, je n'ai pas trop de réponses parce qu'on travaille plutôt sur les bâtiments neufs. Alors, quand vous êtes en zone PPRN, plan de prévention de risques naturels, là, vous devez effectivement respecter un certain nombre de prescriptions d'ordre réglementaire. Je vous ai parlé des études de sol, par exemple, et de suivre les prescriptions d'études de sol. À défaut, il y a des mesures générales, forfaitaires, je cherchais le terme. Voilà, mais ça, c'est sur le neuf. Sur l'existant, j'en ai pas connaissance, mais je ne connais pas bien la question, donc, enfin, la réponse, plus exactement, donc je vais être prudent. D'accord. Question suivante, plutôt pour Frédéric. Est-ce que le procédé MAC est efficace dans le cas de sécheresse, comme on connaît de plus en plus ces derniers étés? Alors, c'est une bonne question et je vais répondre, c'est un grand espoir. Le MAC a été développé. Donc, MAC, je vous rappelle, c'est maison confortée par humidification. C'est développé par le CEREMA de Blois. Ils ont déjà fait des essais qu'ils développent actuellement. Alors, ce ne sont pas des essais qu'on fait en 5 minutes. Il faut plusieurs cycles. On est plusieurs sur 2, 3, 4 ans à peu près. Il semble que ce soit efficace. Aux premières vues, les fissures ne s'aggravent pas et se referment. Après, il faut voir globalement dans le temps parce que là, on va mettre en œuvre des dispositions actives. Je le dis autrement, il faut ouvrir le robinet au bon moment pour humidifier au bon moment. Donc là, il y a aussi toute une partie à regarder. On travaille, enfin, le CEREMA travaille aussi sur des dispositions liées à la météo, c'est-à-dire comment lier la météo, la sensibilité du sol et l'ouverture des vannes. Donc tout cela, c'est en train d'être travaillé, mais normalement, vous voyez, comme on réduit la différence d'humidité, puisqu'on va harmoniser l'humidité sur le terrain, ça doit marcher et les premiers résultats sont positifs. Question suivante. À partir de quand doit-on s'alarmer face à une fissure? Par rapport à la profondeur, à la largeur? Et faut-il absolument y remédier quand il y a une variation saisonnière? C'est plutôt pour Alan, mais moi je donne juste un premier élément. Attention aux fissures évolutives. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez une année avoir une petite fissure, pas grand-chose. On n'en tient pas compte, on ne regarde pas. Et puis, ça va s'aggraver l'année d'après, les années suivantes, par des efforts de fatigue des matériaux. Je laisse Alan qui est peut-être plus spécialisé. Ouais. Enfin, effectivement, enfin, le point fondamental, le point fondamental, effectivement, c'est de veiller sur la partie le caractère évolutif d'une fissure. Disons que, en fait, comme ça a été dit aussi, les pathologies sur le bâtiment, c'est assez semblable
des pathologies qu'on peut nous rencontrer au niveau de la santé humaine. Donc, voilà. Quand on a une manifestation, quelque chose qui est visible et dont la cause n'est pas totalement connue, on doit rester vigilant et poursuivre les réflexions, les analyses. Les fissures, on a quand même la chose intéressante, c'est déjà, enfin, si vous voyez une fissure, c'est qu'elle est de manière évidente visible. C'est une palissade, donc elle est visible, vous pouvez l'instrumenter. Quand je dis qu'elle est visible, c'est que malheureusement, il peut y avoir d'autres fissures qui sont masquées par vos doublages et que vous ne voyez pas. Il y a également des fissures que malheureusement, on va être amené, ou vous êtes parfois amené à masquer. Notamment, on est amené à faire des rénovations d'isolation. Et l'isolation thermique, la manière la plus économique, c'est bien sûr de le faire par l'extérieur. Mais c'est aussi quelque chose dont il faut être, vigilant. Donc, voilà, si on a connaissance de fissures, il faut avoir la réflexion et potentiellement placer des fissuromètres. Et voilà, et corréler ça, est-ce que le sol est à nouveau est gonflant, oui, non, voir s'il y a un caractère saisonnier. Et globalement, en fait, voilà, si c'est identifié que la fissure vient d'une problématique de retrait-gonflement, eh bien, en fait, on est exactement comme dans la disposition d'une personne humaine qui aurait une prédisposition à certaines maladies. Et donc, il y a des points de vigilance. Les points de vigilance, c'est ceux qui ont été dit sur les réseaux, le drainage, la végétation, et voilà. Et tout ce qui est au niveau des abords du bâtiment. Ok, très bien. Question suivante. Est-ce que la capillarité des murs majore le phénomène RGA? Moi, j'en ai pas entendu parler. Je pense que le phénomène est beaucoup plus fort au niveau du sol lui-même, proportionnellement par rapport à la capillarité. Mais bon, je sais pas, Alan, ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord. Non, je pense que, enfin, ouais. Pour moi, il n'y a pas d'impact. D'accord. D'accord. Je propose une dernière question. Où trouve-t-on les fissuromètres? Tu peux répéter, on n'a pas bien compris. Où trouve-t-on les fissuromètres, c'est ça? On les acheter, c'est ça? Où trouve-t-on les fissuromètres? Dans le cadre d'un achat, c'est ça ou... Peut-être que la question soit précisée, mais sinon, je propose de passer à une autre question. Oui, c'est en achat, c'est ça. Si c'est pour l'achat, enfin, ça se trouve un peu partout. Hein. Dans le magasin spécialisé, peut-être même chez Point P, on peut trouver des fissuromètres. On trouve ça. Enfin, voilà. Après, il faut les lire et les interpréter. C'est pour ça que voilà, c'est quand même recommandé si on a un problème et qu'on veut chercher à lire des fissures, oui, on peut les acheter dans le commerce, mais voilà, derrière, il y a la lecture, l'interprétation. Et il y a également où est-ce qu'on va positionner ces fissuromètres. Donc, voilà, si on a un doute si on a un doute, la première étape qu'on peut simplement faire en l'absence de spécialistes, de déjà mettre boucher avec du plâtre, quelque chose qui va être. Si on a la présomption que la fissure est morte,
morte, c'est-à-dire inactive, et qu'elle n'est pas évolutive, on en bouche avec du plâtre. Si on voit que ça se rouvre, ou que ça évolue, peut-être là, c'est quand même intéressant de prendre conseil. Prendre conseil, c'est quelqu'un va aussi indiquer où est-ce que c'est intéressant de placer les fissuromètres ou les capteurs, parce que c'est pas forcément là où on a observé que ça va être décidé que c'est là que c'est le plus intéressant de placer. Dans ce cas-là, je vous propose de conclure sur cette dernière question. Je tiens à vous remercier Frédéric et Alan pour votre participation et également merci à toutes les personnes qui étaient connectées et qui nous ont suivis durant ce webinaire. Sachez que le CSTB Formation propose un webinaire tous les mois. Donc, au mois de mai, ce sera un webinaire sur le contexte normatif et réglementaire. Donc, n'hésitez pas à consulter soit les posts LinkedIn que nous postons ou à suivre les emails que nous envoyons à ce sujet. Merci à tous. Passez une excellente journée et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À tous. Au revoir.